Bonjour, je m'appelle Raphaël Pagnier, je suis batteur, je suis ravi d'être à Marciac cette année. C'est la première fois pour moi et je viens jouer avec le quartet de Pierre Marcus. Je suis né et j'ai grandi à Paris où j'ai étudié le jazz et la musique classique. Et à l'âge de 19 ans, j'ai eu une bourse pour partir au Berklee College of Music de Boston où j'ai étudié mon bachelor pendant 4 ans. Et j'ai eu la chance d'étudier avec des professeurs incroyables, Ralph Peterson, Terry Lynn Carrington, Hal Crook, Bob Ghilotti, Ian Froman, tout un tas de professeurs incroyables. Et aussi de rencontrer d'autres musiciens de mon âge ou de ma génération à peu près, qui étaient tout aussi incroyables et qui m'ont constitué tout mon réseau en fait, professionnel et sur lequel je me base depuis ces années-là. Donc je suis parti en 2010 jusqu'en 2014 et après c'était le tremplin pour moi pour aller habiter à New York où j'ai habité pendant 6 ans, où j'ai commencé par faire mon master à la Manhattan School et après je suis resté naturellement, j'avais tout mon réseau, tous mes amis, toute ma vie à New York et je suis resté 4 ans de plus, donc 10 ans en tout aux États-Unis, 4 ans à Boston, 6 ans à New York. J'ai commencé toujours, j'étais au conservatoire à 5 ans par dérogation tellement j'insistais pour faire ça. Et en fait j'ai toujours tapé, j'ai toujours chanté des rythmes, j'ai toujours eu des rythmes en tête. C'est un peu ma façon de voir le monde, ça passe par ça, ce qui est un peu étonnant vu que ma famille est, je ne vais pas dire pas du tout, ma mère chante mais de manière amatrice, mais très peu, ma famille est très peu musicienne. En revanche, mes parents sont assez artistes et l'entièreté de ma famille est assez artiste. Mon père est architecte, il dessine beaucoup. Ma mère a fait des études de psychologie, donc elle comprend très bien, ils comprennent très bien ce que c'est qu'une passion, ce que c'est qu'être artiste, ce que c'est de vouloir se dédier à une discipline. Quand j'avais 3 ans, je pense, j'ai vu un reportage sur un grand percussionniste sénégalais qui s'appelait Doudou Ndieros, qui est incroyable, qui est un grand maître des percussions et qui a un orchestre avec une centaine de batteurs. Il s'appelle ça batteur, mais c'est du sabar, ça s'appelle. Et c'était un de mes premiers souvenirs choc du rythme. L'amour du rythme m'a mené à l'amour de la batterie. La batterie, forcément, quand on aime improviser, très vite on s'aperçoit que les grands batteurs sont des jazzman. Donc en fait c'est vraiment lié. Mes parents m'ont vite offert un premier CD d'Art Blakey que j'ai dévoré en fait. J'avoue que j'écoutais que les solos de batterie. Mais je les ai encore tous en tête, ça m'a vraiment marqué. Depuis l'âge de 6 ans en fait. J'écoutais ça en boucle tout le temps. Et à 8 ans, j'ai vu Elvin Jones, énorme batteur qui passait à Paris. Et pareil, j'ai tanné mes parents pendant des journées et des journées pour aller voir. J'avais entendu, je ne sais plus, un adulte avait dit qu'il y avait un grand batteur qui passait. Et du coup, j'ai vraiment insisté pour aller le voir. Et c'est un des premiers grands souvenirs de jazz que j'ai. Je revois Elvin avec son grand sourire et son énergie énorme qui jouait comme ça. Mon tout premier professeur à 5 ans, qui s'appelait Christian Guyot, professeur en région parisienne, qui était sourd de naissance, qui donnait beaucoup de cours à d'autres élèves sourds ou handicapés. Donc il y avait vraiment un amour profond de la musique et qui je pense m'a vraiment passé une grande passion. Et mon mentor actuellement c'est un batteur qui s'appelle Obed Calvert, qui est d'ailleurs le batteur de Wynton Marsalis maintenant, qui fait le Jazz Lincoln Center Orchestra. Et puis toutes mes influences musicales, les batteurs, on peut commencer par là, Brian Blade, Eric Harland avec qui j'ai eu la chance d'étudier aussi un peu. Le jazz pour moi c'est synonyme de liberté. C'est le fait d'être à l'écoute assez pour créer collectivement sur le moment. Et d'être assez libre et dans sa tête et sur son instrument pour recevoir des informations de ce que la musique propose, d'être assez transparent pour se laisser filtrer par ça et redonner une sorte d'énergie au public, aux autres musiciens, et comme ça créer une sorte d'échange constant et sur le moment et collectif surtout. Et du coup pour moi ce qui est magnifique, c'est vraiment la liberté, mais ensemble, l'écoute ensemble et l'échange d'énergie avec le public, avec les autres musiciens, sur le moment.
Moi, j'ai vécu donc pendant 10 ans aux États-Unis. Donc aux États-Unis, je pense que le modèle est un peu plus particulier qu'en France. Il n'y a pas vraiment d'aide de l'État, ou il n'y a pas il y a moins, disons, de subventions pour tes projets et tout. Donc c'est à qui est le plus créatif dans son approche du business, en fait. Donc je pense qu'il faut, en tant que musicien, être aussi créatif dans sa musique que dans son marketing. Et ça, c'est un point important. Donc toujours trouver des idées pour proposer des projets, pour proposer des nouvelles manières de vendre des produits, que ce soit en tant que professeur, en tant que compositeur, en tant que sideman. Il y a énormément d'idées à trouver, en fait, autant que dans la musique. Donc c'est ça pour moi la vie de musicien, c'est encore une fois à une autre échelle comme ce qu'est le jazz, une sorte de liberté qui est quand même contrôlée par des règles de marketing. J'ai un solide background quand même d'études de musique classique. J'ai fait beaucoup de percussion classique et dans ma licence puis mon master aux États-Unis, on a beaucoup eu de cours de composition, cours de piano. Donc j'ai quand même je pense une connaissance un peu solide de comment la théorie se passe de la musique. Donc à partir de là, je suis capable d'imaginer comment les choses pourraient sonner si je propose ça ou ça aux autres instrumentistes. Et après, je m'entoure de gens super qui arrivent à élever la musique, un peu comprendre mes idées, comprendre mes directions musicales et à partir de là, improviser dans les directions que je leur donne pour créer la musique ensemble. Disons que déjà j'ai eu une habitude pendant plus de 10 ans d'être sideman. Donc c'est vraiment en tant que batteur quelque chose qui est déjà propre à l'instrument, c'est un instrument d'accompagnement. Où l'idée c'est quand même d'écouter ce que le soliste propose et de le soutenir dans son discours. Donc j'ai vraiment cette habitude-là. Depuis quelques années, je propose ma musique et là où c'est différent, c'est que du coup je suis un peu responsable du concert, responsable des directions musicales. Et les autres, quelque part, même s'ils continuent à jouer leur instrument avec le rôle naturel des instruments, je les sens beaucoup plus à mon écoute en fait, puisque eux, du coup, ils sont dans une situation où ils sont engagés par quelqu'un et ils doivent le mettre en valeur, comme moi j'ai toujours été habitué à mettre les autres en valeur dans mes engagements. Donc là où c'est différent, c'est que j'ai l'impression que quand je suis leader, quelle que soit la direction que je prenne, c'est une bonne direction. Les autres s'adaptent. Donc c'est comme si je conduisais une Lamborghini sur une route qui, si je faisais une erreur de conduite énorme, eh ben la route se décale. Et du coup, il n'y a pas d'erreur de conduite. En fait, je peux vraiment faire ce que je veux, aller à droite, à gauche, n'importe où, virer là où je veux. Et en fait, tout se passe bien toujours. Le jazz, c'est un langage. Et comme tout langage, il y a plein de codes, que ce soit des équilibres physiques, par exemple quel instrument est plus fort ou quelle fréquence passerait plus forte qu'une autre, ou des codes culturels en fait par exemple aujourd'hui on a une conversation, on laisse un silence quand l'autre commence à parler, ou je ne vais pas répéter ce que quelqu'un vient de dire. C'est deux exemples de codes qui sont plus ou moins implantés dans nos cerveaux. C'est évident que si on a une conversation avec quelqu'un qui va juste faire répéter ce qu'on dit, ça va aller nulle part. Et c'est vraiment énervant et on ne reparle plus trop à la personne. Là, en jazz, c'est pareil. On a plein de codes qui sont exactement comme dans le langage, ou dans n'importe quel langage, qui correspondent à une culture, à une tradition. Et on apprend tout ce langage en écoutant les maîtres, en jouant avec des gens plus forts que nous, en voyageant dans les pays de lesquels viennent les traditions. C'était vraiment un rêve depuis longtemps de jouer à Martial. J'en ai tellement entendu parler depuis des années. Et là, c'est ma première saison en rentrant en France. Donc je suis vraiment très ému et très 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 heureux d'avoir la chance de jouer là. Et ça représente aussi un échange franco-américain parce que avec le parrainage de Winton et tout le travail qu'il a fait avec le festival, pour moi, c'est le symbole
comme un point de chute pour tous ces grands noms américains qui sont passés par le festival. Et c'est pour ça aussi que c'était un tel rêve pour moi, en ayant vécu toutes ces années aux États-Unis et en ayant un peu, si je puis dire, cette double culture franco-américaine. C'est le festival parfait et j'avais beaucoup rêvé de jouer là. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un super travail de professeur à l'American School of Music de Paris. C'était de la formation professionnelle et du coup les cours étaient toujours permis en présentiel et j'avais toujours une vie sociale en allant en classe, en allant voir les élèves. Voilà, ils proposent un programme de formation en 3 ans et c'est des élèves de 18 à 25 ans. Et du coup, la plus grande chance que j'avais en vrai, c'était de pouvoir redonner toute la culture que j'avais apprise aux États-Unis à ces élèves-là qui, du coup, à cet âge-là, travaillent vraiment de semaine en semaine, progressent, sont hyper intéressés, hyper passionnés. Et j'ai pu leur redonner, moi, ce que j'avais appris. Et ça, c'était vraiment génial. Du coup, j'ai pas du tout souffert de la crise. J'avais ce travail de professeur qui m'a vraiment plu. Et, et mon arrivée à Paris, du coup, s'est passé parfaitement. En plus de ça, j'ai sorti mon premier album en tant que leader en septembre. Et du coup, j'ai eu pas mal de presse, d'autres interviews et voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées pour moi grâce à cet album en France. Et donc du coup, en fait, c'était le moment parfait d'être en France. Et, bon, alors évidemment, j'avais pas de concert comme tout le monde, mais ma carrière a bien avancé et ma vie s'est très bien passée socialement. La reprise était vraiment bizarre. Je sentais, et on en a discuté énormément avec tous les autres musiciens, la reprise physique en fait était dure. On avait une différente attitude au bout d'un an d'arrêt. Ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait d'être à l'écoute assez pour capter les énergies, redonner de l'énergie au public, ça c'est quelque chose qui en fait se perd. C'est comme tout, c'est un entraînement et si on ne s'entraîne pas pendant un an, ben on le perd. Et physiquement, moi je me souviens, les premiers solos de batterie au départ, j'étais essoufflé, je transpirais, j'avais du mal, j'arrivais pas à aller au bout de ce que je voulais exactement musicalement et c'était vraiment compliqué. Mais j'ai eu plein d'amis qui se sont fait mal, des tendinites, mal au dos, mal, je sais pas, n'importe où. Évidemment, ouais, j'ai tout un entraînement quotidien qui est hyper important et si je le fais pas, disons plus de 2 jours, je le sens directement. Tout ce qu'on fait a comme but de faire un concert. Et pour moi, j'ai l'impression que tout dans la vie me mène au fait de donner un concert. Et de faire tout ça pour être privé de concert pendant un an, du coup, c'est très très triste parce que c'est vraiment notre raison de vivre. C'est la raison pour laquelle on a pratiqué des centaines de milliers d'heures, pour laquelle on a sacrifié énormément de choses, faire tous ces voyages, toutes ces leçons, ces soirées, toutes ces heures d'écoute, de travail, c'est tout pour ça. Je me suis plutôt fixé en France, donc j'ai mon équipe américaine avec qui on a enregistré l'album, qui est Aaron Goldberg au piano, Miguel Zenon au saxophone, François Moutin à la contrebasse qui est français aussi, et moi à la batterie, donc quartet. Et en France, donc toujours François Moutin qui est la double nationalité, qui voyage beaucoup et qui est souvent dispo pour les festivals ici. François Moutin, Thomas Enco au piano, Stéphane Guillaume au saxophone et moi à la batterie. Alors, le milieu du jazz, c'est un milieu vraiment marrant parce que il n'y a pas comme en musique classique d'audition, il n'y a pas disons, je vais envoyer mon CV à un tel ou un tel. C'est vraiment que du relationnel et du coup, c'est assez sympa parce que c'est assez familial quand même. Tout le monde est ami et personne n'a intérêt à ne pas être ami avec les autres puisque on veut aussi travailler. Alors bon, parfois, c'est sûr qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais on essaye de créer. Il y a vraiment une ambiance assez familiale, assez de camaraderie, je dirais même, avec tous les batteurs. À chaque fois, j'ai vraiment l'impression
comme si c'était une caste de batteurs. On adore discuter ensemble. Ah, t'as écouté ce CD, tu connais ça, t'as relevé ça, tu travailles quoi? Ah, j'ai entendu que tu jouais ça, j'ai compris que tu faisais ça et tout. Ça, c'est vraiment génial. C'est des passions fortes. On crée tout de suite des amitiés ces passions. Et c'est un tout petit milieu en plus, donc tout le monde se connaît, tout le monde s'engage les uns après les autres pour tester des improvisations avec d'autres et tout. Donc il y a ce milieu de camaraderie quand même qui est assez fort et distinct des autres milieux professionnels, je pense.